à côté de la frontière italienne, nous sommes à Menton, festival de musique de Menton, dans ce lieu admirable, dans ces jardins, tout près de la fabuleuse mer Méditerranée. Et c'est avec Paul-Emmanuel Thomas, le directeur artistique de ce 69e festival de musique de Menton, que je suis pour vous partager cette belle programmation artistique et surtout son esprit du festival. Bonjour Paul-Emmanuel. Bonjour. Merci infiniment pour votre accueil. Avec plaisir. Vous avez pris la direction artistique de ce festival en 2012. Oui, tout à fait, il y a exactement 6 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à cette direction? Alors moi je suis musicien de formation, je fais une carrière de chef d'orchestre et étant moi-même partageant ce quotidien, partageant aussi cette aventure humaine qui est une vie artistique, une vie de création, ça m'a intéressé aussi de passer aussi de l'autre côté du miroir et de partager un certain nombre de passions, parce que quand on programme, je crois que la première chose c'est on a des coups de cœur, on fait des rencontres, des gens qui nous impressionnent, des gens qui nous émeuvent, et on a envie de partager avec le public ces moments qui nous ont particulièrement touchés, et donc d'être à la fois d'avoir une activité artistique en tant que musicien, en tant que chef d'orchestre, et puis d'avoir une activité de programmateur. En fait, la créativité que j'ai dans l'un et l'autre domaine se nourrissent mutuellement. Alors, vous êtes dans cet endroit magnifique, vous m'en avez parlé lors de cette rencontre. Comment vous pourriez déterminer ce lieu? Alors j'ai envie de dire, le premier terme qui me vient à l'idée, c'est magique. Parce que quand on arrive au festival de Menton, on longe le bord de mer, on longe les plages, et puis on arrive au moment où il y a des marches, ce qu'on appelle les rampes Saint-Michel, qu'on gravit. Elles sont magnifiquement éclairées par des flambeaux, et on arrive sur un véritable décor d'opéra, décor naturel, au cœur de la vieille ville historique de Menton, qui plonge dans la mer, avec 2 façades d'églises baroques génoises, l'église Saint-Michel et puis la basilique Saint-Michel, et puis la chapelle des pénitents blancs, et puis une façade de maison de la vieille ville. Et le 4e côté de cette salle de concert à ciel ouvert, c'est la mer. Et une histoire un peu particulière, parce que en fait cette ouverture sur la mer n'existait pas jusqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et là des obus sont tombés sur l'immeuble qui bouchait cette vue. Cet immeuble s'est écroulé et a ouvert cette perspective. Tout le monde bien sûr a trouvé cette vue si exceptionnelle que ce changement urbanistique hasardeux est resté. Et ce qui donne aussi cette magie, on a cette voûte étoilée, on attend que la nuit noire soit tombée, puisque les concerts sur le parvis Saint-Michel ont lieu à 21h30. On a une douce brise qui arrive, parfois un cri de mouette, et là j'ai envie de dire les plus grandes légendes, les plus grands interprètes d'aujourd'hui et d'hier viennent, puisque c'est aussi un festival avec une histoire absolument incroyable. 69 ans de festival dans le paysage européen, c'est complètement exceptionnel. C'est l'un des plus anciens festivals de France et d'Europe. Et on peut dire qu'à Menton, les murs, sans doute, ont des oreilles, et ont des oreilles extrêmement chanceuses, puisque en presque 70 ans, elles ont pu entendre vraiment tous les plus grands interprètes de ces 70 dernières années. Alors vous, justement, qui êtes arrivé il y a 6 ans, comment vous avez mémoré, vous avez eu envie de mémorer cette histoire du patrimoine, cette histoire d'humain aussi, puisque c'est un... Alors est-ce que vous pouvez rappeler la création du festival? C'est quand même, je trouve ça assez... Oui, c'est presque... Si, mais c'est une légende, mais non, c'est une histoire vraie. Ça aurait pu ne pas exister finalement. Voilà, un journaliste hongrois de passage en vacances, de passage à Menton, alors que ses amis étaient allés se baigner, a décidé d'aller faire un petit tour dans la vieille ville. Et il est arrivé sur ce parvis Saint-Michel, et là, une des fenêtres d'une des maisons qui donne sur le parvis Saint-Michel était ouverte. Une radio était allumée, et à la radio passait Heifetz jouant une partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach.
Et il a eu une espèce d'illumination, il s'est dit mais la musique a toujours été là, la musique est chez elle, ici, dans ce lieu. Et je disais tout à l'heure, une véritable salle de concert à ciel ouvert, parce que souvent, l'un des reproches ou l'un des regrets qu'on a, aussi bien en tant que public qu'en tant qu'artiste, dans les festivals en plein air, même si les cadres peuvent être magnifiques, c'est que l'acoustique, l'absence d'acoustique de ça, un petit peu de résonance, un petit peu de retour, un petit peu de réverbération, fait qu'on a une espèce, quand même, une petite frustration par rapport à ça. Et pas à Menton, parce que ce site permet d'avoir quand même une acoustique naturelle. Et même la ville de Menton est dans une espèce de cuvette finalement, oui, où on a l'impression que... protégée, enserrée par un cirque de montagnes. Qui en font un côté qui lui donne quelque chose d'un petit peu insulaire, puisque mystique on a aussi peut-être. D'un côté la mer Méditerranée, de l'autre côté des montagnes qui sont à plus de 1000 mètres, donc montagne pas infranchissable, mais en tout cas qui instaure une véritable limite, une véritable frontière. Et puis de l'autre côté l'Italie et de l'autre côté Monaco. Donc il y a un côté un petit peu confetti, petite île avec une identité, une ambiance, quelque chose un peu dolce vita, un véritable art de vivre ici. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui touche beaucoup tous les artistes qui viennent ici, parce qu'il y a des lieux, alors je pense alors à vrai dire c'est vrai, plutôt des salles fermées, je pense à la salle du concert de Gabao d'Amsterdam, ou à Vienne, des salles comme ça qui sont complètement inspirantes. Quand on y entre, quand on y joue, quand on y fait des concerts, aussi parce que je pense que aussi bien le public que le musicien, quand il arrive dans un lieu comme ça, il sent véritablement, il perçoit cette histoire. Et le Festival de Menton, c'est une vraie page dans l'histoire de l'interprétation du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle, parce que tous les plus grands sont venus. Et quand un artiste aujourd'hui arrive, il sait que Michelangelo, Lemkempf, Richter, ils sont tous venus à Menton, et ils y sont beaucoup revenus aussi, parce que c'est un festival aussi et un lieu qui, par sa magie, son inspiration, je pense, sait vous rendre amoureux. Et quand on a vécu cette expérience, je pense que c'est quelque chose qui nous rappelle, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de salles de concert, et c'est souvent un reproche un peu récurrent qu'on leur fait, même si elles ont des acoustiques fantastiques vraiment, qu'elles sont extrêmement bien faites, elles ont un petit côté impersonnel, elles ont un petit côté froid. Au Festival de Menton, la distance entre l'artiste et le public est extrêmement réduite. On sent, on entend respirer les artistes sur scène. Donc il y a une espèce d'intimité qui se crée comme ça, qu'on ne trouve pas partout. Alors ces artistes, je crois qu'il y a une certaine âme artistique qui s'est vraiment créée dans ce festival-là, parce qu'il y a une attache aussi, une profonde attache de certains artistes qui souhaitent revenir régulièrement et qui reviennent régulièrement. Oui. Cette année par exemple, est-ce que vous pouvez nous présenter cette programmation? Alors c'est une programmation que je veux de manière extrêmement délibérée, pas du tout monomaniaque, parce que je pense que, y compris si on est gourmet, manger chaque jour le même plat, aussi extraordinaire soit-il, peut devenir très lassant. Donc c'est une programmation qui allie des concerts d'opéra, des concerts symphoniques, de la musique de chambre, des récitals, de la musique baroque. Cette année, un concert de jazz également, 2 concerts même de jazz. Donc avec un programme qui balaie les siècles, les esthétiques aussi. Et ça, c'est vraiment une volonté qu'on réaffirme depuis quelques années, avec aussi des caractéristiques je pense que le public a maintenant vraiment complètement identifié. On va dire que la première, c'est l'authenticité. Je crois que ce lieu dégage en lui-même quelque chose de très vrai, de très inspirant. Et dans un monde aussi de la musique classique où parfois il y a des enjeux aussi commerciaux, industriels, où on a l'impression que finalement c'est un petit peu toujours pareil, un petit peu très lissé,
c'est un festival qui fait volontiers un pas de côté par rapport à ça et qui apprécie, qui valorise aussi des artistes différents. Je pense cette année par exemple quelqu'un comme Isabelle Faust, cette immense grande violoniste dont c'est la première venue au Festival de Menton, qui est une artiste extrêmement extrêmement idéaliste, qui va jusqu'au bout de ses choix artistiques très engagés. Je pense aussi à un artiste qui est venu l'année dernière et auquel nous sommes très attachés. C'est un attachement, j'ai envie de dire même une histoire d'amitié très profonde entre ce festival et lui. C'est Fazil Say, ce pianiste turc que le Festival de Menton a lancé il y a maintenant plus de 20 ans et auquel il est évidemment très attaché. Je pense aussi à des artistes qui vont venir ces prochains jours pour la première fois au Festival de Menton. Parce que pour moi, un festival, c'est aussi une structure qui doit bien sûr enchaîner des temps forts, contrairement à une saison où on équilibre entre guillemets, des valeurs sûres, des découvertes, où on a une espèce d'étalement dans le temps. Un festival, c'est un feu d'artifice. Et j'ai envie de dire même le bouquet final d'un feu d'artifice où on doit aller de temps fort en temps fort. Et on doit oser. On doit oser parce que une tentation toujours de programmation, c'est la tentation de se répéter, de faire un peu chaque année les mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, qui est sans arrêt des découvertes. Je pense par exemple à un artiste qui revient pour la 3e fois, dont c'est la 3e année de résidence au Festival de Menton, qui est Lars Vogt. Lars Vogt, une partie du public de Menton le connaissait relativement peu il y a 3 ans. Et ils l'ont découvert, ils ont appris à le connaître, à vraiment rentrer dans sa personnalité artistique, dans ce qu'il a de profondément original, parce que pour moi aujourd'hui c'est l'un des très grands beethoveniens de sa génération. Et donc avec lui on a fait une intégrale des concertos pour piano de Beethoven, dont c'est le dernier opus pour cette 69e édition, et donc il conclura avec le 5e concerto, l'Empereur de Beethoven. Et c'est quelqu'un qui au départ a étonné le public du Festival de Menton, qui l'a découvert avec plaisir et qui est devenu un petit peu addict aujourd'hui et qui l'aime énormément. Et je crois que dans un festival, il y a une histoire comme ça aussi c'est une histoire de rencontre. La rencontre entre un lieu, des artistes, des projets aussi, et puis un public. Je dis aussi des projets parce que dans un travail de programmateur, je parlais d'alchimie tout à l'heure, je crois qu'il y a aussi l'alchimie entre des artistes et des œuvres. Chaque personnalité artistique a des affinités plus particulières avec des langages musicaux, des époques, et que c'est très important, tout en étant toujours dans un travail d'exploration, de proposer, de susciter avec des artistes, des projets, des programmes. C'est un travail de co-construction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi, qui suis aussi beaucoup de l'autre côté, comme musicien, finalement j'ai trouvé beaucoup de points communs entre ce travail de programmateur et mon activité de chef d'orchestre, parce que dans les deux cas, c'est une activité qui est finalement très créative. Et est-ce que parfois il vous est arrivé d'avoir l'impression de prendre quelques risques en proposant une programmation ? Bien sûr, j'en ai pris un certain nombre et j'en suis très heureux. Je pense que c'est aussi une des missions d'un programmateur, de prendre des risques. Alors en sachant que c'est des risques, je ne prends jamais de risques sur l'aspect qualitatif, l'excellence. Oui, mais plutôt dans la découverte. Mais dans la personnalité de certains artistes qui seront moins, j'ai envie de dire, mainstream, quoi, moins populaire entre guillemets, et ça je trouve ça très important et je pense que le public ne s'y trompe pas. C'est vrai qu'un des beaux compliments que des personnes qui viennent maintenant très régulièrement au festival me font, disent écoutez, ces dernières années parfois on ne connaît pas telle œuvre ou tel artiste,
mais maintenant on prend un abonnement avec tout parce qu'on a trop peur de passer à côté de quelque chose. Est-ce que c'est pas le rôle de la culture finalement, de donner de la curiosité, mais bien sûr, de la découverte? Je suis entièrement d'accord de balayer aussi des formes d'art cette année, par exemple, alors que c'est pas dans notre identité première. J'ai programmé cette année un concert de jazz sur le parvis Saint-Michel. À la fois c'est un clin d'œil parce qu'il y a 40 ans exactement était venu Count Basie et Oscar Peterson à Menton, et puis ce lien entre festival, cette ville et puis le jazz, c'était beaucoup distendu, et il m'a semblé intéressant de revenir aussi, de retrouver des choses comme ça, mais pas du tout en faisant en programmant du jazz hyper classique, traditionnel, voire un petit peu vieillot, mais au contraire de voir aujourd'hui dans les jazzman les personnalités les plus marquantes, les plus riches, qui explorent des terrains stylistiques extrêmement variés. Et c'est pour ça que j'ai souhaité inviter ce grand pianiste franco-israélien Yaron Herman avec son trio cette année au Festival de Menton. Alors ce sont aussi comme vous l'avez dit, le festival c'est une histoire de rencontre entre des artistes que vous avez cités, dits populaires, dits on va dire artistes qui rayonnent les scènes internationales, mais aussi j'ai l'impression que vous laissez la place aux jeunes talents, vous laissez la place aux masterclass aussi. Ça, ce sont les futurs artistes de demain pour un public de demain. La question de la transmission pour moi est au cœur de toute activité artistique, parce que aller dans un conservatoire, c'est aller dans une école de maître. Et si aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir une activité artistique, c'est parce qu'il y a eu des transmetteurs, des gens qui, avec beaucoup de générosité, beaucoup de passion, j'ai envie de dire vraiment sans compter, nous ont donné vraiment sans limite, nous ont fait confiance, nous ont poussé. Et je pense qu'on a tous, on peut interroger n'importe quel artiste, on a tous énormément d'histoires très belles à raconter là-dessus. Moi je me souviens de première professeur de piano qui venait me chercher chez moi, mes parents n'étaient pas du tout musiciens, qui venait me chercher, qui m'emmenait au concert. C'est comme ça que très jeune j'ai pu entendre des gens comme Sviatoslav Richter, j'avais même pas 10 ans, et puis après plus âgé, j'ai rencontré des personnalités incroyables, les maîtres, Georges Prêtre, cet immense grand chef d'orchestre français, qui de manière extrêmement chaleureuse m'a soutenu, m'a aidé, m'a poussé, m'a donné confiance aussi. Et je trouve que quand on a la chance de pouvoir faire à son tour, il ne faut pas oublier ce cadeau, ce don qui nous a été fait, et qu'on a pas forcément beaucoup ce terme, mais le devoir, en tout cas, il est nécessaire de ne pas interrompre cette chaîne de transmission, à notre tour de pouvoir donner à d'autres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je trouve qu'il est très important de programmer aussi des artistes plus jeunes, qui sont hyper intéressants. Je pense cette année à des gens comme Alexandre Kantorov, qui est un jeune pianiste français hyper intéressant. Inkigur aussi, Olafsson, un pianiste islandais, avec une personnalité hyper originale, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'Islandais, parce que c'est un pays complètement incroyable, où alors, cette 3 Islandais sur 10 sont publiés, c'est incroyable. Et cette transmission, elle passe aussi par évidemment les jeunes artistes, mais j'ai envie de dire même en amont. Et donc depuis 3 ans, on a créé une académie au Festival de Menton avec la Zakhar Brown School de Zurich, qui est une école qui accueille des surdoués du violon de 5-6 ans jusqu'à 18 ans, 18-20 ans, et qui travaille avec une équipe absolument extraordinaire, avec une organisation du temps très privilégiée qui leur permet tous les jours de passer un certain nombre d'heures sur le violon, mais j'ai envie de dire aussi avec un très beau respect
à la fois de l'enfance et puis de la construction d'un être humain. Parce que faire des singes savants qui vont devenir des grands techniciens du violon, finalement c'est pas très difficile. Mais faire accompagner la construction avec sa propre identité, voilà, qui vont pouvoir aussi se construire en tant qu'être humain, c'est très très important. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, en tout cas dans les personnalités artistiques qui m'intéressent, qui me touchent, moi en tant que musicien et en tant que programmateur, en tant que public aussi, il doit y avoir une véritable osmose entre évidemment une excellence technique, un très haut niveau de capacité, mais s'il n'y a que ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose. Parce que ce qui nous intéresse chez un artiste, c'est ce qu'il nous dit, la manière dont il va nous toucher, donc ce qu'il est lui-même en tant que... Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tant que chef d'orchestre, j'imagine, puisque vous êtes dans la transmission constante avec vos musiciens et dans le partage constant. Dans le partage, dans la transmission, et aussi beaucoup, j'aime beaucoup ce terme de partage, parce que en tant que chef d'orchestre, c'est un peu paradoxal, le seul musicien qui ne produit pas directement du son, c'est le chef d'orchestre. Il va co-construire, mettre en vibration fédérer. Voilà le son. Et donc c'est une activité complètement magique où on a le plaisir extrême de pouvoir faire en osmose, dans un partage, on va susciter. Alors évidemment, on arrive avec une représentation mentale de l'œuvre, on attend certaines choses, et en même temps, l'orchestre a aussi une culture, une identité, un son qui lui est propre, et va nous proposer des choses. Et la magie, c'est cette magie d'une rencontre où ils vous séduisent, ils vous charment, ils vous proposent des choses auxquelles vous n'avez pas forcément imaginé, et vice-versa. Et c'est de cette rencontre, de ces propositions multiples, que naît une interprétation que ni l'orchestre seul, ni le chef seul n'aurait pu construire. Bien sûr, parce que ça danse ensemble. Cette alchimie, cette co-construction qui se fait. Alors vous avez dit que vous ne veniez pas d'une famille d'artistes musiciens. Tout à fait. Alors comment est née en vous cette passion pour la musique? Alors j'ai toujours, aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours voulu être musicien, être chef d'orchestre. J'ai eu la chance que mes parents, tout en n'étant pas musiciens... Déjà en tant qu'enfant, vous vouliez être chef d'orchestre? J'avais ce rêve-là. Cette envie de diriger. Alors j'ai très anecdotique, mais en même temps très drôle, une photo de moi à l'âge de 3 ans devant la chaîne hi-fi de mes parents. Il y avait une symphonie de Beethoven et j'étais devant les enceintes et je bougeais. Alors j'ose pas imaginer comment, mais j'avais ce rêve-là, et mes parents, tout en n'étant pas musiciens, n'ont pas vous ont laissé été cette hostiles, liberté, m'ont laissé cette liberté, m'ont permis de vous épanouir cette passion. Alors j'ai eu la chance aussi j'étais pianiste, et puis bon, j'ai fait comme beaucoup de musiciens mes études d'abord en province, au Conservatoire national de région de Dijon, et puis ensuite de rentrer au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Et puis ensuite j'ai eu envie de partir à l'étranger, notamment en direction d'orchestre, parce que ça m'intéressait aussi je pense que chaque peuple, et je pense aussi beaucoup par rapport à la langue, parce que moi je dirige aussi beaucoup d'opéra et je trouve des caractéristiques qui me semblent venir de la langue. Chaque peuple a une manière de ressentir, de produire le son, à un imaginaire sonore. Et ça m'intéressait aussi bien sûr je suis très attaché à la musique française, j'adore ce répertoire qui est à la fois extrêmement subtil, qui ne souligne jamais le trait, justement, où il faut gérer toujours les transitions avec beaucoup d'élégance, beaucoup de raffinement. Je suis très attaché
à des compositeurs comme Debussy, bien sûr, comme Poulenc. J'ai des souvenirs extraordinaires aussi, justement, avec Georges Prêtre, oui, c'est ce que j'allais vous proposer. L'interprète idéal de la musique française et particulièrement de Francis Poulenc, avec lequel il avait des affinités très, très particulières. Mais ça m'intéressait aussi de ne pas me limiter à ce qui était un peu mon bagage culturel de départ, mais de comprendre aussi. Je vais prendre un exemple. J'ai la chance de beaucoup diriger en Italie, notamment à Turin où je suis directeur musical d'un orchestre et diffère aussi de l'opéra. Et je suis frappé à chaque fois que je dirige un orchestre italien, la sensation de l'attaque pour les orchestres italiens est très différente de celle qu'on a en France et encore plus dans les pays de langue allemande. C'est des attaques qui sont toujours très spinto, très brillantes, avec quelque chose de très, très acéré, très, j'ai envie de dire presque pointu mais pas acide. Et c'est des caractéristiques de son qui ont à voir aussi avec la langue italienne. Quand on entend un orchestre italien jouer Verdi, on sait que c'est un orchestre italien. Il y a une espèce de couleur, d'énergie, d'appréhension, quelque chose de complètement idiomatique. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir, avec des orchestres très, très différents. Par exemple, la saison dernière, j'ai dirigé La Mer avec l'Orchestre Philharmonique National d'Arménie, qui est un orchestre de tradition complètement russe. Une grosse partie du répertoire qu'il joue, c'est Tchaïkovski, Rachmaninov, Prokofiev, etc. Et avec des chefs de cette tradition russe, donc une certaine manière, une certaine profondeur, une certaine densité de son, notamment pour les cordes. Et c'était passionnant avec un très très bel orchestre, avec des magnifiques musiciens, de les amener à une autre esthétique de son, de leur faire sentir que on pouvait avoir aussi quelque chose d'extrêmement intense sans être au fond. Alors comment vous vous y prenez dans votre direction? C'est intéressant. Alors moi, une chose qui me passionne par rapport à ça, parce que j'ai travaillé dans des pays différents dont je ne maîtrise pas forcément la langue. Je ne parle pas arménien, malheureusement. Et je trouve une grosse partie de l'instrument du chef d'orchestre, c'est ce qu'il dégage au niveau corporel. Ce qu'on appelle la gestique. Alors évidemment, il y a des éléments, j'allais dire, complètement élémentaires qui vont être de structurer le fait de jouer ensemble, mais ça c'est vraiment le tout premier niveau, c'est d'une très grande simplicité, n'importe qui en très peu de temps peut arriver à ça. En revanche, dans ce que va susciter le chef d'orchestre par rapport à sa gestique, la manière dont il va susciter des images, dont il va générer une certaine qualité d'énergie, une certaine qualité d'inspiration, c'est ça qui fonctionne. Et donc l'orchestre est très réactif et de manière très, très univoque à ça. Je suis plutôt quelqu'un qui parle finalement assez peu pendant les répétitions, parce que je veux que les musiciens jouent, et le principal médium de communication du chef d'orchestre, c'est la musique. C'est la musique et pas la langue. Et finalement, quand on sait qu'en communication verbale, quand on évoque quelque chose, il y a parfois, on le comprend de manière extrêmement multiple. Le geste, lui, est sans pensée, sans tamis, sans pensée, la réaction est immédiate. Elle est extrêmement rapide, extrêmement pure, j'ai envie de dire aussi, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans le lien avec un orchestre. Ce côté de communication, de partage très rapide. Alors on est à la veille de la 70e édition. Tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà évoquer ce nouvel état d'esprit de cette 70e année, ou c'est peut-être un peu trop tôt, on laisse la surprise à nos auditeurs? Je vais peu dévoiler de choses, parce que je trouve aussi que
laisser, la magie de la surprise est aussi voilà. importante. Et puis on est à l'aube de cette 69e édition que j'ai envie de vivre de la manière la plus pleine, la plus entière possible, avec tous les artistes que nous avons la chance d'accueillir cet été, et puis ce public aussi formidable. C'est vrai que souvent une des inquiétudes des artistes qui font un concert en plein air, c'est est-ce que je vais pouvoir oser des nuances très piano? Est-ce que je vais pouvoir prendre des risques importants en plein air? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit? Est-ce que la qualité d'écoute du public va me permettre d'avoir cette subtilité Et je leur fais un peu toujours la même réponse parce que je l'ai vécu sur cette scène un certain nombre de fois. Plus on ose prendre de risques, plus le public est réceptif à ça. Et j'ai des souvenirs, par exemple, ce récital d'Arkady Volodos, il y a quelques années, dans des pièces de Montplou, où il avait pris des risques de nuances extrêmes. Il était dans des pianissimo, vraiment à la limite de notre perception. Et on était tous en apnée, on arrêtait de respirer. Et il y avait une espèce, on était en apesanteur, on était tous à l'affût de cette magie, de ces sons très ténus, très subtils. Et donc le public a cette qualité d'écoute aussi, cet appétit-là. J'ai envie de dire aussi cette sagesse. Alors bon, en même temps, ça fait 69 ans qu'il vit dans cette magie-là, il a entendu les plus grands, et donc il a cet appétit aussi, cette exigence-là. De savourer. De pouvoir apprécier, de savoir apprécier vraiment gourmet. Cette élégance-là, cette subtilité-là. Donc la 70e édition, c'est évidemment un anniversaire important dans l'histoire d'un festival, d'une institution. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi... c'est un festival qui, je pense, a su, tout en étant très respectueux de son histoire, de son identité profonde, qui a su... se renouveler ces dernières années, apporter une nouvelle fraîcheur. Voilà, rentrer de plein pied dans le 21e siècle, avec des formats de concerts parfois complètement inhabituels. Je me souviens des réactions du public quand j'avais programmé les Sœurs Labec il y a quelques années, et un groupe de percussion traditionnelle basque. J'avais vu ce spectacle. Et le public m'avait dit, était très surpris de ce choix-là, avec une version complètement ébouriffante du boléro de Ravel. Décalé, parce que le boléro de Ravel, c'est une musique qui a été construite par Ravel, orchestrée sur un peu comme un kaléidoscope, où vous avez les mêmes éléments dans ce kaléidoscope, et en le tournant légèrement, vous voyez des images qui sont complètement différentes. Les objets, la matière première, elle est inchangée, mais le regard l'interprétation que vous faites de ces objets se modifie au fur et à mesure que vous tournez le kaléidoscope. Et c'est le cas de ce boléro de Ravel, où Ravel, de manière complètement géniale, sur un matériel rythmique et thématique qui est extrêmement ténu, va nous tenir en haleine un temps incroyablement long, juste en modifiant les couleurs, les timbres, les agencements. Et donc le faire en une version de piano, c'est toujours très compliqué, parce qu'on n'a pas, même si on peut jouer bien sûr sur la couleur, mais jouer aussi longtemps sur la couleur avec un matériau aussi ténu, c'est compliqué. Et donc avec ce projet, ces percussions traditionnelles, c'était le moyen aussi de colorer de manière complètement différente, d'intégrer aussi l'élément rythmique qui est déterminant dans les boléros de Ravel. C'est aussi pour ça que ça a été une pièce autant chorégraphiée, parce que le geste, l'élément du rythme, ce moteur-là est très présent, et donc un projet comme ça de rassembler permet de changer la lecture, le regard qu'on a sur cette œuvre qui est quand même l'œuvre classique la plus jouée dans le monde, donc on connaît évidemment extrêmement bien, et donc de renouveler aussi notre regard sur cette pièce.
Merci infiniment Paul-Emmanuel Thomas pour cette rencontre, pour toutes ces précisions sur ce beau festival. Merci encore de votre accueil, on est très bien chez vous. Merci. Merci.